Bonjour à tous, donc Kevin Barré, je suis chercheur au CESCO, au Muséum national d'histoire naturelle. Et là, je vais vous présenter des recherches que je mène sur la pollution lumineuse depuis à peu près 2 ans, et notamment des recherches qui ont été initiées via un financement ITCOP. Et donc là, je vais axer mon discours principalement sur l'impact de l'éclairage artificiel sur l'usage des continuités écologiques par les chiroptères, donc comme le disait Johan, en fait, plus d'un point de vue fonctionnel. Et donc, je les cite pas tous, mais ça a impliqué un grand nombre de personnes autour de ce projet-là que je cite là comme collaborateurs, et donc notamment en fait différentes universités en France et une université aux Pays-Bas, et donc un corpus de chercheurs à la fois écologues, géographes, physiciens et des associations. Voilà. Alors, du coup, bon là, rappel très général, hein, je pense que vous connaissez à peu près tous la thématique. Euh, L'éclairage artificiel affecte la biodiversité sur des échelles très variées. On a des réponses qui varient en fonction des échelles également. Et donc, ce qu'on observe, c'est que l'éclairage artificiel va à la fois pouvoir avoir des effets numériques, enfin diminuer l'abondance ou augmenter l'abondance des espèces, modifier la richesse spécifique, la composition des communautés également, etc. On a aussi des impacts temporels avec une modification des rythmes biologiques, la phénologie des espèces, des retards par exemple dans l'émergence des colonies, etc. Et des aspects un peu plus spatiaux avec une altération des mouvements et des mouvements des espèces dans la matrice paysagère, avec des effets fragmentants et autres. Et donc en fait tout ça participe au changement dans la dynamique des communautés et des écosystèmes au sens large, et c'est beaucoup décrit, enfin c'est décrit pour beaucoup de taxons. Donc là évidemment je vais vous parler de chauves-souris aujourd'hui. Donc elles sont intéressantes en lien avec cette pression anthropique là, dans la mesure où elles sont bioindicatrices, très mobiles dans les paysages et avec des comportements nouveaux changeants. Donc en fait un parfait modèle biologique. Et donc si on en vient un peu plus spécifiquement aux chauves-souris, si on prend l'exemple d'une matrice paysagère, on a donc des chauves-souris qui se déplacent, qui exploitent des patchs. Et donc, on peut se demander finalement si la présence de points lumineux à certains endroits va modifier voilà, l'usage de la matrice par ces espèces-là. Et donc, ce qui est connu actuellement, c'est beaucoup des choses en lien avec l'abondance des chauves-souris. Et donc, par exemple, on sait que l'éclairage artificiel va pouvoir, comme disait Johan juste avant, augmenter l'activité de certaines espèces, notamment celles de milieux ouverts et de lisières, et à l'inverse, diminuer l'activité des espèces qu'on dit plus lucifuges, et souvent c'est des espèces plutôt de milieux encombrés. Donc les impacts positifs ou négatifs qu'on peut avoir finalement à l'échelle locale vont souvent se transformer en impacts systématiquement négatifs à plus large échelle. Donc ça, c'est un message assez important à retenir. Ensuite, on sait aussi qu'on a certains paramètres lumineux qui peuvent diminuer les impacts sur l'activité, notamment la couleur du spectre. Et là, on sait notamment que les couleurs du spectre les plus chaudes, notamment rouges, peuvent diminuer drastiquement les impacts, enfin en tout cas supprimer les impacts positifs ou négatifs sur les espèces. Cependant, on sait aussi que pour certaines espèces, particulièrement lucifuges, ça reste insuffisant, notamment là dans le cas de cette étude-là sur le petit rhinolophe où finalement l'usage des corridors reste altéré même avec des stratégies de changement de couleur de spectre vers le rouge par exemple. On sait aussi que les distances d'impact sont de plusieurs dizaines de mètres. Donc là, je vous ai mis l'exemple de deux groupes d'espèces, euh, et que ces impacts-là démarrent pour certaines espèces dès des intensités particulièrement faibles, inférieures à un lux. Et enfin, ce qu'on sait aussi, c'est que les schémas d'extinction sont souvent peu efficaces quand ils interviennent après le pic d'activité des chiroptères en début de nuit, ce qui paraît assez trivial, hein. Et donc moi, les recherches que je vais vous présenter s'insèrent vraiment dans un contexte un peu différent, à savoir que finalement l'influence locale des paramètres lumineux sur le mouvement cette fois-ci et le comportement des chiroptères reste assez mal connue.
Et notamment, là, ce que j'ai essayé d'étudier, c'est finalement quels sont les rôles respectifs de l'intensité lumineuse et du spectre dans ces réponses comportementales. Donc, quelles sont les réponses comportementales plus particulièrement en termes de stratégie de vol et quelles en sont les conséquences sur les chauves-souris. Et puis, évidemment, dans l'objectif d'en dégager des solutions pour limiter ces effets. Donc là, je vais vous présenter en fait plusieurs études qui ont eu lieu sur deux terrains d'études très différents. Un terrain d'études aux Pays-Bas le long de lisières forestières où on a eu accès à plusieurs couleurs d'éclairage et un site d'études dans le centre-ville de Toulouse, au bord du canal du Midi, en étudiant l'effet de l'éclairage ou pas de pont. Et donc, pour ce faire, j'ai étudié deux grands types de méthodes. Une méthode acoustique, d'enregistrement acoustique stéréo, développée par Fabien Clairaut, pour calculer en fait les traversées et donc étudier un peu l'effet barrière. Et une deuxième méthode un peu plus précise dans l'objectif d'étudier les comportements de vol en utilisant une antenne de trajectographie en 3 dimensions. Donc bien sûr, ça s'est fait grâce à l'aide sur le terrain de plusieurs personnes, notamment aux Pays-Bas avec Camille Swalstra et son stagiaire, ainsi que Samuel Chaléa sur Toulouse. Alors, en ce qui concerne les résultats de l'effet du spectre et de l'intensité lumineuse sur l'utilisation des lisières forestières aux Pays-Bas, ce que montre tout d'abord la méthode acoustique stéréo, c'est que, alors là, en fait, vous avez une vue du ciel enfin schématique, hein, évidemment, d'un site d'étude. La partie à droite très foncée, ça, faut s'imaginer que c'est une forêt, et la partie à gauche, c'est le milieu ouvert. Donc on est vraiment avec un lampadaire, le point noir, un lampadaire implanté en lisière. Là, en l'occurrence, c'est un faux lampadaire, c'est les sites témoins. Donc sur les sites témoins, ce qu'on observe, c'est que finalement, les chauves-souris utilisent la lisière très normalement et on n'a aucun effet barrière, évidemment, puisqu'il n'y a pas de lumière. Et quand on regarde l'effet des autres spectres, on observe que finalement, peu importe le spectre, on a systématiquement un effet barrière. Donc une forte diminution de la probabilité de traverser du halo lumineux. Donc bon, là je précisais que on a trouvé ça principalement pour les pipistrelles. En fait, on le trouve pas pour les Myotis et Pelcoitus pour la simple et bonne raison qu'en fait, en présence de lumière sur ces sites-là, ce groupe déserte complètement la zone. Donc en fait, on a tout simplement pas assez de données pour étudier un effet barrière puisqu'en fait, il n'y a plus d'individus. Ensuite, la deuxième méthode qui va un peu plus dans le détail, elle permet donc toujours un peu la même chose, mais sauf que là, on a vraiment accès au comportement de vol, aux trajectoires de vol. Et donc, ce qu'on observe, c'est que en présence de lumière, quel que soit le spectre, donc on a étudié que le blanc et le rouge, le vert, on l'a écarté pour cette manip-là, on a une fuite vers le milieu fermé, qui est quand même présumé un habitat plutôt suboptimal. En tout cas, pour des espèces de lisières, on ne s'attend pas forcément à ce qu'elles shift à l'intérieur d'un boisement de manière délibérée. Et ces effets-là commencent dès 10 à 15 mètres de la lampe en présence de lumière, donc. Chose intéressante, c'est que le halo lumineux, là vous pouvez le voir, n'est pas distribué de manière uniforme, c'est-à-dire que les lampadaires sont dirigés de façon parallèle à la lisière. Donc ça veut dire qu'on a un éclairage préférentiel d'un côté. Et ce qu'on observe, c'est que finalement, on a cette réaction comportementale qui se produit uniquement face aux lampadaires. Donc ça souligne un petit peu les répercussions possibles en termes de stratégie de réduction des impacts. Donc, en termes d'implication, c'est que contrairement aux études qui sont focalisées sur l'abondance, ce qu'on montre ici, c'est que la lumière rouge, elle ne permet pas de supprimer les impacts sur le comportement de vol et que l'orientation du halo vers les zones les moins fréquentées et une diminution drastique de l'intensité peuvent constituer des mesures de réduction des impacts. Et notamment, là, je vous ai entouré, en fait, donc là, vous avez ici la relation entre l'intensité lumineuse et la distance à la lampe pour la lumière rouge et blanche. Et donc, ce qu'on voit, c'est que finalement, pour diminuer les impacts, si on se positionne à l'endroit où les impacts démarrent, ça nécessiterait finalement de diminuer l'intensité euh, très très fortement sous des valeurs de 2 à 1 lux, quoi.
Ce qu'on montre aussi, c'est que les effets barrières se produisent quelle que soit l'orientation de la lampe. Donc là, pas vraiment de solution autre que supprimer ou éteindre les lampes comme levier de suppression de ces effets-là. Ensuite, en ce qui concerne le deuxième site d'étude sur l'effet de l'éclairage des ponts sur l'écosystème Canal du Midi, donc là, en utilisant toujours la méthode de trajectographie en 3 dimensions, ce qu'on montre d'une manière générale, c'est que déjà, vous avez sur le schéma à droite, là, un pont éclairé, vu du dessus toujours. Ce qu'on voit, c'est que les chauves-souris n'approchent pas les ponts éclairés plus près que 9 mètres. Alors que sur les sites non éclairés, on a des chauves-souris qui viennent aisément au contact des ponts, voire même qui le franchissent. Ensuite, ce qu'on montre aussi, c'est que l'éclairage des ponts divise l'abondance quasiment par deux. Et la chose la plus intéressante dans ces résultats-là, c'est que on a une vitesse de vol qui a tendance à diminuer en fait sur les sites non éclairés à mesure que les chauves-souris s'approchent du pont, très probablement à cause de l'effet obstacle. Elles doivent certainement ralentir par détection du pont pour ensuite l'éviter, alors que sur les sites avec un pont éclairé, on observe exactement l'inverse, avec une très forte augmentation de la vitesse de vol. Ça, c'est un comportement qu'on suppose assez anormal, en tout cas qui n'est pas forcément attendu, dans la mesure où on présume quand même que la lumière est plutôt censée concentrer les insectes et donc augmenter le taux de comportement de chasse et que une augmentation de la chasse devrait s'accompagner d'une diminution des vitesses de vol. Ça, on le sait d'après la littérature. Et donc, ce qu'on observe à l'inverse, là, c'est que finalement, on a une forte perturbation comportementale, dans le sens où l'éclairage augmente la vitesse de vol d'environ 34%. Donc finalement, l'étude elle ne permet pas de réaliser des préconisations autres que de supprimer ou éteindre l'éclairage des ponts pour supprimer ces effets sur la connectivité fonctionnelle le long des cours d'eau. Et que finalement, si on doit opter pour des stratégies d'extinction nocturne, ben, il faut évidemment que ça se fasse dans les bonnes heures et si possible donc avant le pic d'activité des chauves-souris. Voilà, alors là en fait maintenant on peut aussi imaginer aller un peu plus loin, à savoir que j'ai mené des analyses un peu plus poussées pour essayer de voir si finalement la compétition pour l'espace pourrait pas également nous aider à comprendre un peu mieux les mécanismes et trouver de nouveaux leviers. Donc en fait là, sur les sites aux Pays-Bas, j'ai cherché à voir finalement comment réagissent ces individus à la présence de congénères en fonction de la présence d'éclairage et du type d'éclairage. Et en fait, donc là, vous avez un graphique qui vous montre la probabilité que le groupe des Myotis flecotus se dirige vers la lampe. Donc, c'est-à-dire que si vous allez vers 1, là, c'est qu'on est 100% sur un individu qui va aller vers la lampe, et à 0, on est vraiment des individus qui ont tendance plutôt à fuir la lampe. Et on met ça en relation avec le nombre d'individus d'espèces différentes, donc pipistrelles, noctules et sérotines, en simultané dans un buffer de 2 secondes. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'en absence de lumière, ben, finalement, le groupe est assez indifférent à la présence de congénères, enfin d'individus d'autres espèces. Par contre, en lumière rouge, ce qu'on observe, c'est que ce type de lumière-là génère une quantité d'individus d'espèces différentes qui finalement a un effet répulsif sur les Myotis et Plecotus. À savoir que là, ce qu'on voit, c'est que finalement, plus on a d'individus d'espèces différentes et moins on a une probabilité, enfin, plus la probabilité que les Myotis Plecotus se dirigent vers la lampe est faible. Et ça, on observe la même chose pour la lumière blanche, mais en bien plus négatif. Donc finalement, là, la question que je me pose maintenant, c'est est-ce que ça pourrait être un des facteurs qui explique que certaines espèces ou groupes d'espèces soient systématiquement décrites comme lucifuges? Peut-être que ça serait à cause de cette compétition avec des espèces qui sont nettement plus abondantes et attirées par la lumière. Voilà. Ensuite, j'en terminerai là-dessus, une dernière perspective, ça serait d'intégrer une dimension paysagère dans toutes ces réflexions. Euh, et donc pour ça, j'ai collaboré donc avec Arthur Vernet de la LPO Drôme
et ses collègues. Et on a mené une étude sur la plaine de Valence avec un très très gros effort d'échantillonnage euh, dans le but de regarder finalement comment se distribuent les impacts de la pollution lumineuse dans l'espace en lien avec la composition paysagère. Et donc là, ici, vous avez une synthèse en fait des résultats. Et ce qu'on observe déjà, c'est que évidemment, on a des impacts positifs ou négatifs selon l'espèce sur l'abondance des espèces. Mais le plus intéressant, c'est que ces impacts-là, positifs ou négatifs, se produisent principalement en marge des zones urbanisées et dans les zones d'habitat plus favorables. Et ce qu'on observe aussi dans cette étude, c'est que certains impacts, si on les regarde d'une manière globale à l'échelle de la zone d'étude, certains impacts sont invisibles, c'est-à-dire qu'on on peut pas, enfin, on détecte pas d'effet de la pollution lumineuse. Par contre, on en détecte dès l'instant où on cherche à aller démêler un petit peu le lien avec la composition paysagère. On se rend compte qu'en fait, par exemple pour les noctules, que finalement, si on regarde sur l'ensemble de la zone d'étude, on ne détecte pas de réponse à la pollution lumineuse. Par contre, quand on va chercher spécifiquement dans un type d'habitat, par exemple, ou un type de composition paysagère bien particulier, et bien là, on détecte une relation négative ou positive selon l'espèce. Donc vraiment l'importance de considérer aussi le contexte paysager dans la planification spatiale des actions et se détacher aussi un peu de l'échelle très très locale. Et donc ça vraiment, ça peut potentiellement avoir des vraies répercussions sur la planification spatiale des actions de réduction sous quelque forme que ce soit. Voilà, bon là je terminais juste en récapitulant un petit peu toutes ces recherches, à savoir que bon, ce qu'on montre, c'est que l'orientation et la réduction du halo vers les zones les moins fréquentées par les chiroptères, associées à une diminution drastique de l'intensité, peuvent potentiellement constituer des mesures de réduction des impacts sur le comportement, mais que le choix du spectre lumineux, finalement, semble pas être le moyen le plus efficace pour enrayer les pertes de fonctionnalité des corridors écologiques. Alors là, attention, on a étudié qu'un seul type de lumière rouge, par exemple, qui comporte quand même une petite composante d'ultraviolet. C'est intéressant d'aller voir des lumières rouges, par exemple, qui éliminent complètement la composante ultraviolet et bleu. Donc il y a aussi encore des recherches à mener sur des compositions spectrales encore légèrement différentes pour voir si on obtient les mêmes choses ou pas. Euh, ce qu'on ce qu'on observe malheureusement, c'est que un des seuls leviers finalement de suppression totale des impacts, c'est d'éteindre l'éclairage ou une extinction très bien réfléchie sur les premières et dernières heures de la nuit, ainsi que le test d'autres technologies telles que les éclairages intelligents par exemple. Ensuite, bon, ça rejoint mes points de perspective, hein, engager des recherches sur les modifications de la composition inter- et intraspécifique en présence de lumière pourrait potentiellement permettre d'identifier de nouveaux leviers de réduction des impacts. Ça nécessiterait de creuser un peu plus ces aspects-là. Et en cas d'utilisation de ce type de recherche, de tout ce que je viens de présenter pour des programmes d'action concrets sur le terrain, la priorisation spatiale devrait se faire quand même en considérant la structure et la composition du paysage pour prioriser évidemment les zones à plus fort enjeu. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors, merci beaucoup. Tu peux revenir avec ta webcam pour répondre aux questions. On va pouvoir en prendre qu'une seule vu les délais. Donc, c'est une question de Rodolphe Majurel qui demande si cette étude, on ne pourrait pas l'extrapoler sur le suivi des gîtes, des populations en sortie de gîte avec l'utilisation de la lumière rouge. Finalement, y aurait-il pas un impact en utilisant cette lumière pour ces comptages? Ouais, en fait, ça a déjà été fait en Allemagne, mais par contre pas en sortie de gîte, vraiment à l'intérieur des gîtes, dans des grottes, il me semble. De mémoire, il y a un impact, enfin, il y a un impact vraiment assez fort. En fait, c'était une étude où il laissait le choix aux individus de partir dans une trajectoire sans éclairage et une trajectoire avec l'éclairage rouge. Et systématiquement, on a un comportement déviant. Ça pourrait être fait, ouais. Bon, là, évidemment, j'ai pas les moyens de le faire, mais c'est quelque chose qui pourrait être
pourrait être intéressant. Bon, sachant que actuellement, il y a quand même une thèse au laboratoire de Léa Mariton qui va quand même étudier un peu ces aspects-là normalement, mais plus sous un angle phénologique. Mais, Merci, Kevin.